Bonjour et bienvenue dans Produits de merde, l'émission préférée des industriels du complément alimentaire. La plupart des gens ne connaissent rien à la spiruline, et c'est tant mieux, c'est une bonne chose pour les affaires de certains vendeurs de pilules et pour l'image de ces philanthropes qui prétendent lutter contre la faim dans le monde avec des solutions non durables et coûteuses qui asservissent les populations et les pays qui en dépendent. Comme vous allez le voir, la spiruline est un complément alimentaire multifonction désigné dans un rapport de l'OMS comme le meilleur aliment du 21e siècle pour l'humanité. Et oui, c'est pas les insectes. Grâce à la variété et la richesse de son apport en vitamines, minéraux et oligo-éléments, la spiruline peut lutter contre la majorité des effets de la sous-nutrition dans les pays pauvres. D'autant plus qu'elle est facile à cultiver, même dans les zones peu fertiles. La spiruline a aussi sa place dans les pays riches qui souffrent de diverses carences et maladies de civilisation liées à la malbouffe et au rythme de vie. Cependant, une large partie des spirulines que vous trouverez dans vos rayonnages sont de qualité douteuse, car évidemment, on a réussi à en faire un produit de merde. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? Vous appelez ça du fromage, vous? Moi, on me sert ça dans une auberge, le tavernier se prend une quiche dans sa tête. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la merde, monsieur. C'est de la merde? Ah, c'est de la merde, c'est tout. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. C'est scandaleux, je sais pas combien ça coûte, comment vous avez payé ce truc-là, mais moi je... La spiruline, souvent présentée comme une algue, est en fait une cyanobactérie, qui, avec les autres membres de son groupe, sont à l'origine des conditions qui permettent notre vie sur Terre. Depuis plus de 3 milliards d'années, ces organismes transforment le CO2 en oxygène, qui n'était pas présent sur notre planète à l'origine. La spiruline apprécie les cratères volcaniques, mais se développe dans toutes les mares d'eau saumâtres et alcalines des climats chauds. Des mares souvent peuplées de flamants nains, qui ont développé une symbiose avec ces cyanobactéries. Les flamands mangent la spiruline, puis la nourrissent à leur tour de leur déjection, tout en brassant l'eau avec leurs pattes, favorisant la photosynthèse des spirulines. Oui, ils pataugent et chient dans leur bouffe, dans un cycle infini. La spiruline commence à être cataloguée au début du XXe siècle, mais il faudra attendre les années 50 pour que l'Occident commence, par hasard, à comprendre son intérêt. Le couple d'anthropologues et cinéastes Brandilly travaillait à cette époque dans la région du Kanem, au Tchad. Ils y rencontrent la tribu des Kanembu, qui semble ne pas souffrir de malnutrition, alors que celle-ci fait des ravages dans toute la région du Sahel, tuant des milliers d'enfants. La différence semble provenir de la consommation d'une algue, récoltée par les femmes du village, sur des lacs où vivent des flamants roses. Le dyé est consommé frais, incorporé dans la sauce où on trempe la boule de mil, ou bien séché en galettes afin d'être conservé ou vendu. À son retour, Brandilly publiera un article dans Science et Vie intitulé « Depuis des lustres, une tribu primitive du Tchad exploite la nourriture de l'an 2000 ». Malheureusement, il se trompera sur la nourriture en question, confondant la spiruline avec la chlorelle. Oh merde! Oh, c'est con ça! Une algue d'aspect similaire, tout aussi intéressante sur le plan nutritionnel, et qui avait le vent en poupe ces années-là pour régler les problèmes de malnutrition. La chlorelle sera jugée difficile à produire et elle restera dans les cartons. L'erreur d'attribution sera corrigée quelques années plus tard par le biologiste Jean Léonard, qui fera analyser un échantillon de galettes vertes achetées au Tchad. Cette fois, elle sera bien identifiée comme étant de la spiruline. Au même moment, au Mexique, on redécouvrait la spiruline d'Amérique du Sud, qui était déjà consommée par les Aztèques. L'évaporateur solaire d'une entreprise qui exploitait les eaux souterraines du lac Texcoco pour produire du carbonate et bicarbonate de soude se remplissait d'une étrange algue verte à l'arrivée des beaux jours. Après divers concours de circonstances incluant les analyses récentes de Jean Léonard, cette algue fut identifiée comme de la spiruline. De ce constat naquit la première exploitation commerciale de spiruline, 300 tonnes de matière sèche par an, expédiées en majorité vers le Japon pour la consommation locale, mais aussi pour nourrir les carpes d'ornement. En effet, la spiruline contient des caroténoïdes, de la chlorophylle et de la phycocyanine, des pigments qui rehaussent la couleur de ces carpes de concours. Mais c'est évidemment pour d'autres bienfaits que ces substances vont nous intéresser. C'est dans les années 70 qu'un certain Ripley Fox mettra au point une méthode de culture artificielle simple dans le but de produire de la spiruline dans les pays pauvres. Le couple Fox sont les premiers à cultiver de la spiruline en Inde, puis au Sénégal, au Togo, au Pérou
au Vietnam et en Chine, afin de combattre la malnutrition. Dans les pays du Nord, des cultures commerciales de spiruline démarreront dans les années 80 en Californie et à Hawaï, avant de se répandre un peu partout sur la planète. De nos jours en France, il y a environ 250 à 300 fermes à spiruline. Toutes sont de petites exploitations paysannes, de 100 à 5000 m², faisant de notre pays le premier producteur européen. Pour autant, 90% de la spiruline consommée en France est importée. Comme je le disais tout à l'heure, la composition de la spiruline est d'une richesse exceptionnelle. 65% de son poids est composé de protéines, possédant une excellente valeur biologique. C'est-à-dire que ces protéines contiennent les 20 acides aminés nécessaires au fonctionnement de l'organisme, et notamment les acides aminés essentiels, que le corps ne sait pas fabriquer et qui doivent être apportés par l'alimentation. La spiruline contient 2 fois plus de protéines que le soja. C'est une culture très écologique qui produit le plus de protéines à l'hectare, d'autant qu'elle nécessite peu d'eau et aucun pesticide. Cependant, comme les doses consommées de spiruline se situent en général entre 2 et 10 grammes par jour, cet apport en protéines est relativement marginal et ne peut être considéré que comme un complément. Ce qui va surtout nous intéresser dans la spiruline, c'est la présence de vitamines B et E, la forte teneur en fer et la présence d'autres minéraux et oligoéléments, notamment le calcium, magnésium, manganèse et chrome, la présence d'acide gamma-linolénique, un oméga 6 qui joue un rôle important dans le système immunitaire, et surtout les pigments, à commencer par la chlorophylle, qui a un effet antioxydant, cicatrisant et bénéfique pour la santé du système digestif, la phycocyanine, le seul pigment bleu autorisé dans l'alimentation qu'on ne trouve que chez les cyanobactéries. C'est l'élément phare de la spiruline qui peut constituer 15 à 20% de son poids. Elle a des effets antioxydants, anti-inflammatoires et immunomodulateurs. Et puis enfin les caroténoïdes, notamment le bêta-carotène, précurseur de la vitamine A, qui joue un rôle important dans la vision, la croissance, le renouvellement des tissus et le système immunitaire. 10 grammes de spiruline contient plus de bêta-carotène que 200 grammes de carottes. Alors maintenant qu'on a fait un premier tour d'horizon, on va voir un peu plus dans le détail quel est l'intérêt de cette composition. Pour cette section, il me semble important de rappeler que la spiruline est un aliment utilisé comme complément alimentaire en raison de sa richesse, ce n'est pas un médicament, bien qu'on puisse considérer que l'alimentation soit la première des médecines. On connaît les effets positifs sur la santé des différents éléments de la spiruline, reste à savoir s'ils sont bien actifs lorsqu'ils sont ingérés sous forme de spiruline et à quelle dose. La plupart des bienfaits que je vais citer ici ont été mis en exergue dans des études préliminaires, portant souvent sur des effectifs de quelques dizaines d'individus et n'ayant pas toujours de groupe témoin. Rares sont les études randomisées en double aveugle sur la spiruline et elles portent souvent sur des effectifs trop faibles. En d'autres termes, la recherche sur la spiruline en est encore à ses débuts. Des pistes ont été dégagées, mais il faudrait des études plus poussées pour quantifier les effets sur la santé et les confirmer dans le cas de maladies précises. On verra dans un instant pourquoi personne ne se presse pour creuser le sujet. Notons que nombre de vitamines et de compléments alimentaires sont mis sur le marché sans que leurs effets n'aient fait l'objet d'études plus poussées que ça, c'est même souvent moins que ça, quand ils ne sont pas totalement mensongers. Je ne vais donc pas ici vous noyer sous un déluge d'études, de protocoles et de résultats, puisque ces études ne peuvent pas prétendre à des conclusions solides. Elles donnent seulement un début de confirmation d'un effet de la spiruline que l'on peut légitimement supposer au vu de sa composition. Je vais donc me contenter de faire la liste des effets sur lesquels on a le degré de certitude le plus haut. En plus d'être présent en grande quantité, le fer contenu dans la spiruline est associé à un acide aminé lui offrant une biodisponibilité exceptionnelle. Il est 6 fois mieux absorbé par le corps que le fer contenu dans la viande, et plus de 50% mieux que les sels de fer. Cette caractéristique est très utile pour lutter contre les effets de la malnutrition et elle aide à prévenir les anémies ferriprives, la forme la plus courante, c'est-à-dire celle liée à une carence en fer. Environ 30% de la population mondiale souffre d'une carence en fer. Ils sont en majorité dans les pays en voie de développement, mais il s'agit également de la seule carence en nutriments dont la prévalence est élevée dans les pays industrialisés. Elle touche essentiellement les enfants, les femmes en âge de procréer, environ 25%, et surtout les femmes enceintes, plus de 50%.
Les carences en fer touchent aussi des personnes qui ont un régime alimentaire particulier, comme les végétaliens, végétariens, etc. Pour tous ces cas, la complémentation en fer apportée par la spiruline est une solution. Vous pouvez aussi traiter des anémies légères avec de la spiruline, évidemment sous le contrôle d'un médecin, mais en cas d'anémie sévère, il sera en général plus pratique de passer par des solutions plus concentrées en fer. Puisqu'on parlait des végétaliens, on va faire une parenthèse sur la vitamine B12 qui manque souvent à leur alimentation. Théoriquement, 10 grammes de spiruline contient 5 fois les apports journaliers recommandés en B12, mais il y a une controverse sur sa biodisponibilité. Certaines études indiquent qu'elle n'est pas dans une forme assimilable par notre organisme, quand d'autres études affirment le contraire. Il semblerait que la présence de B12 assimilable dépende de nombreux facteurs, comme l'environnement, les méthodes de culture, les conditions de transformation ou de stockage. Ou bien on nous dit que c'est la méthode de détection qui n'est pas la bonne, ou bien il y aurait une part de B12 active et l'autre non. Bref, en l'état actuel des choses, les autorités de santé considèrent que la spiruline ne peut pas être considérée comme une source fiable d'apport en B12. Au moins 3 éléments importants de la spiruline vont participer au renforcement du système immunitaire. L'acide gamma-linolénique, ou AGL, est un acide gras de la famille des oméga-6 plutôt rare dans l'alimentation générale. Seule la spiruline et le lait maternel fournissent l'AGL sous une forme directement consommable. Sinon on va le trouver principalement dans l'huile de bourrache et d'onagre quand les pépins sont pressés à froid. Le plus souvent, l'AGL est donc produit par le corps à partir de son précurseur, l'acide linoléique, que l'on trouve essentiellement dans des huiles végétales, là aussi quand elles sont pressées à froid, ce qui n'est pas toujours le cas. En plus, cette synthèse de l'AGL par le corps peut perdre de son efficacité, en raison de déficiences alimentaires, de l'abus d'alcool, du tabagisme, d'infections virales, de troubles médicaux et du vieillissement. La spiruline est donc une excellente solution pour sauter cette étape et apporter directement à l'organisme de l'acide gamma-linolénique qui comblera chez nombre d'entre vous une vieille carence. L'AGL a un effet bénéfique sur les troubles gynécologiques et hormonaux et contribue au maintien d'une cholestérolémie normale. Il participe également à la synthèse des membranes des cellules de la peau et permet de limiter les pertes hydriques à l'origine de la sécheresse cutanée. Une façon compliquée pour dire qu'il hydrate la peau. Mais surtout, l'AGL est à l'origine des prostaglandines de série 1, ce qui veut dire qu'il a des effets bénéfiques dans toutes les situations où l'inflammation joue un rôle important. Ça va des problèmes articulaires aux allergies cutanées en passant par les douleurs prémenstruelles. L'AGL est aussi un agent antitumoral efficace dans le traitement de certains cancers, comme ceux du sein, de la prostate, de l'ovaire et du pancréas. Deuxième renforcement du système immunitaire, la phycocyanine, qui est un élément majeur de la spiruline dont elle a quasiment l'exclusivité. La phycocyanine a un rôle immunomodulateur qui dynamise les fonctions du thymus. Elle active la production des globules blancs et favorise le travail des lymphocytes B et T qui luttent contre les bactéries, les virus et autres agents pathogènes. La phycocyanine a aussi un effet antioxydant, antiradicalaire et anti-inflammatoire. Ces différentes propriétés, que je préciserai un petit peu plus loin, lui confèrent un effet contre les maladies neurologiques dégénératives, les rhinites allergiques ou virales, et tous les tracas liés à un stress oxydant. La phycocyanine, et plus largement la spiruline, constituent une piste dans la lutte contre le cancer et la diminution des effets du sida. Enfin, troisième élément de renforcement du système immunitaire, les caroténoïdes contenus dans la spiruline ont aussi un effet antioxydant. Le plus intéressant d'entre eux est sans doute le bêta-carotène, hautement biodisponible et précurseur de la vitamine A. 3 à 6 grammes de spiruline suffisent à satisfaire les besoins journaliers d'un adulte. En règle générale, il est fortement déconseillé de prendre un complément alimentaire à haute teneur en vitamine A sans suivi médical, en raison des effets néfastes induits par un excès de cette vitamine qui peut entraîner la mort et les lèvres gercées. Dans cet ordre. Mais ce n'est pas le cas quand il s'agit de bêta-carotène, puisqu'il est stocké dans le foie et c'est le corps qui va le transformer en vitamine A au gré de ses besoins. Il n'y a donc pas de risque d'excès. La vitamine A contribue au métabolisme énergétique normal, au maintien d'une peau et de muqueuses normales, à la vision normale, au fonctionnement normal du système immunitaire, à la spécialisation cellulaire et au métabolisme normal du fer. Si les carences sont rares dans les pays riches, elles sont la première cause de cécité dans les pays en voie de développement.
La spiruline pourrait supprimer ce problème à peu de frais. En plus de renforcer notre système immunitaire, la spiruline nous aide à lutter contre les stress oxydants. De quoi s'agit-il? Les fonctions normales de notre corps utilisent de l'oxygène et ce faisant produisent parfois une molécule d'oxygène à laquelle il manque un électron. C'est ce qu'on appelle les radicaux libres. Ces électrons non appareillés recherchent dans l'organisme un autre électron pour former une paire stable. Durant cette quête, ils causent des dommages aux protéines, à l'ADN et aux membranes cellulaires. Ils participent donc à l'apparition d'inflammations, de diabète, d'hypertension, de cancer et du vieillissement prématuré, avec tout ce que ça implique. Maladies cardiovasculaires, AVC, Alzheimer, arthrite rhumatoïde, cataracte, enfin, la totale. Normalement, notre corps sait se défendre contre ce problème, mais notre mode de vie a tendance à affaiblir nos défenses antioxydantes, créant un déséquilibre. Les causes du stress oxydant sont diverses: tabagisme, alcoolisme, obésité, exercice physique intense, pollution, exposition prolongée au soleil ou encore une mauvaise alimentation. Comme on l'a vu, la spiruline contient de la vitamine A, E, de la chlorophylle, de la phycocyanine et des caroténoïdes qui ont tous une action antioxydante. Ils vont agir comme des éboueurs de l'organisme en stabilisant les radicaux libres et en les recyclant. La phycocyanine a même un effet antiradicalaire qui agit à la racine du problème. Elle empêche certains éléments du système immunitaire de produire ces radicaux libres. La spiruline est donc efficace pour lutter contre le vieillissement cellulaire prématuré et tous ses effets. La spiruline aide à lutter contre la fatigue. Alors c'est pas une boisson énergétique, ça vous donnera pas un coup de fouet, mais ça vous aidera à mieux résister à un effort, qu'il soit physique ou intellectuel. C'est d'ailleurs pour cette raison que la spiruline est particulièrement appréciée des sportifs. En plus de son effet antioxydant, elle réduit la fatigue et les courbatures, et favorise l'apport en oxygène des muscles, et donc le processus de récupération. La spiruline est donc une alliée en cas d'obésité, et surtout pour ceux qui veulent y remédier. Déjà, pour son soutien à l'activité physique, mais aussi, et là de manière moins établie, la spiruline semble avoir une action coupe-faim, et elle favoriserait la perte de poids, surtout dans le cas où sa consommation est couplée à une activité physique. De manière plus certaine, les éléments contenus dans la spiruline vont aider à prévenir la plupart des maladies liées à l'obésité, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension, et elle a peut-être aussi un effet sur le cholestérol. Des études ont montré qu'une prise d'environ 4 grammes de spiruline pendant 6 à 8 semaines entraînait une baisse significative du mauvais cholestérol et une augmentation du bon cholestérol. Mais encore une fois, ces études mettent en évidence un effet qui doit encore être mesuré en fonction des individus et des situations. Cela dit, rien ne vous empêche de faire une étude sur vous-même, en faisant une analyse avant et après une cure, sur les différents marqueurs de santé qui vous intéressent, afin de mesurer l'effet de la spiruline sur votre organisme. Car elle présente l'énorme avantage d'être très bien tolérée. À part pour des gens qui auraient une pathologie particulière, comme un excès de fer dans le sang ou une maladie auto-immune, la spiruline ne présente aucun effet secondaire dans la population générale. Que vous en preniez 10 grammes par jour toute l'année ou 100 grammes dans la même journée, c'est pas un problème. Bon, par contre, on n'a pas encore trouvé de type qui en aurait pris 100 grammes par jour pendant un an. Là, ça fait quand même beaucoup, c'est l'équivalent d'une boîte en général. Aussi, nos métabolismes n'étant pas tous égaux, notez qu'une surconsommation de spiruline provoque maux de tête, problèmes intestinaux, douleurs musculaires et éruptions cutanées. La plupart des études utilisent entre 1 g et 10 g de spiruline dans leur protocole, et les fabricants qui la vendent en complément alimentaire recommandent en général 3 g par jour pendant 3 à 4 semaines pour une cure. Vous pouvez faire entre 2 et 3 cures par an, pas plus, c'est pas forcément utile, et puis il faut les espacer au minimum de la même durée de la cure. Le but de la spiruline est de compléter une alimentation équilibrée et pas de la remplacer. Alors tant que vous respectez ces dosages, le risque d'intolérance est epsilonesque. Entre 2009 et 2017, il n'y a eu que 10 signalements d'effets indésirables imputables à la spiruline, et ils sont plus liés à la qualité du produit vendu plutôt qu'à la spiruline en elle-même. On va voir dans un instant comment éviter les produits de merde. Il est toutefois recommandé d'habituer le corps en commençant sa cure avec une petite dose et en montant progressivement jusqu'au dosage souhaité, surtout si vous comptez en prendre 10, 15 ou 20 grammes par jour comme certains sportifs. Pour les femmes enceintes et les personnes sous médicaments, prenez quand même conseil auprès de votre médecin avant de commencer une cure de spiruline. Même s'il n'y a pas de contre-indication clairement établie à ce jour, c'est plus un défaut de recherche qu'une certitude.
Dans les pays riches, la spiruline est surtout utilisée en cas de coup de mou, en prévision d'un effort important, comme une compétition ou un examen, ou pour renforcer le système immunitaire avant ou pendant l'hiver par exemple. Surtout si vous vivez dans un pays dont le système de santé est en train de s'écrouler et souffrant d'une pénurie chronique de médicaments de base. On ne donnera pas les noms, hein. Mais si vous vous souvenez bien, l'espoir majeur de la spiruline est ailleurs. L'insécurité alimentaire touche principalement les pays d'Afrique subsaharienne. Mais c'est en Asie, et particulièrement en Inde et au Bangladesh, que l'on trouve le plus de personnes sous-alimentées en raison de la taille de l'effectif. Il y a aussi des cas de dénutrition dans les pays riches qui touchent principalement les personnes malades ou âgées. On y trouvera davantage des problèmes de faim cachée et de carence en raison de la difficulté que rencontre une part croissante de la population à se payer une alimentation saine. Pour les pays pauvres concernés, la sous-nutrition de masse est un facteur de base aggravant de nombreux problèmes économiques, sociaux et sanitaires. La sous-nutrition chez une femme enceinte aura des conséquences sur la santé et le développement du fœtus. Ensuite, chez l'enfant, elle entraîne un retard de la croissance et du développement du cerveau, une perte des défenses immunitaires et parfois la mort. Difficile alors de développer un pays quand un tiers de la population ne tient littéralement pas debout et que les 2 autres tiers sont occupés à ne pas les laisser crever. Pour toutes les raisons qu'on a vues précédemment, la spiruline aide à prévenir ou à guérir la dénutrition. Elle évite aussi les carences en fer et en vitamine A qui font partie des carences les plus répandues. Et l'avantage, c'est qu'elle peut être produite sur place par n'importe quelle personne formée qui sait lire et écrire. La spiruline d'Isidore ne vient pas de bien loin. Elle pousse tout près de ce village. Voilà, sinon il a une bonne tête, hein. Il a une bonne couleur. 2 petits bassins rudimentaires, construits au milieu de nulle part, par une ferme-école dont Isidore est l'un des apprentis. Une ferme-école, un micro-projet mené par un ingénieur agronome originaire de Saint-Étienne, Patrick Perron, qui s'est installé en Afrique pour y faire sa vie et mener des projets de développement local originaux. À partir du moment où on vit en Afrique, on voit rapidement que les gens, ils ont quasiment pas de viande, pas de poisson dans les sauces, ou très très peu. Ou c'est un poisson qu'on se partage à 10 pour le repas de la journée. Donc la spiruline permettant de faire des protéines en grande quantité avec relativement peu d'eau, c'est vrai que tout de suite, moi, ça m'a plu. J'ai discuté avec les responsables qui m'en avaient parlé. Ils m'ont parlé des expériences menées en Inde. Et là, effectivement, je me suis dit, bah oui, si les gens le font, forcément, il y a une bonne raison. C'est pas dans les pays du Sud qu'on va s'amuser à continuer à faire des choses qui n'ont aucun intérêt. Dans un monde idéal, chacun saurait comment tirer d'une terre même aride les fruits pour nourrir ses enfants. Dans un monde idéal, il y aurait l'autosuffisance. C'est l'utopie de cette ferme-école. Apprendre à ceux qui sont nés ici à devenir des paysans, capables de faire vivre leur communauté de façon autonome. Et si la petite algue verte était un élément de cette utopie? Le fait d'avoir eu à gérer des petits bassins pendant 2 ans et demi me laisse à penser que des toutes petites unités pourraient très bien être mises en place par des producteurs. Bon, c'est vrai qu'il faut être quand même un peu lettré, pour pouvoir prendre certaines notes, peser, etc. Il y a des petites choses qu'il faut avoir été à l'école un peu pour faire. Mais je pense que les gens pourraient très bien monter des petites unités de production à domicile pour améliorer considérablement leur ration. Les projets de Ripley Fox de systèmes intégrés villageois pour produire de la spiruline dans les pays qui en ont le plus besoin semblent avoir été victimes de leur avant-gardisme et ont eu de la peine à aboutir. En cause, un manque de financement, un manque d'intérêt des populations locales, diverses aléas climatiques et politiques, et une certaine complexité. Parce qu'il s'agissait de produire à la fois du gaz, des engrais, de la spiruline dans une sorte de cycle. C'était un peu compliqué. Il ressort de ces expériences que l'information des populations est cruciale pour leur faire adopter ce nouvel usage, et il faut aussi que les exploitations soient simples et rentables pour ne pas dépendre de financements étrangers qui peuvent se tarir, d'autant qu'ils sont difficiles à trouver pour la spiruline. Mais une interrogation lancinante demeure. Si la spiruline est si prometteuse, pour quelles raisons les grands organismes mondiaux de santé publique comme l'OMS ou le Programme alimentaire mondial tardent-ils à s'y intéresser? C'est des organismes qui sont par définition sceptiques. Je dirais par définition parce qu'un organisme, plus il est connu et plus il est grand, plus il est en but à des sollicitations de tout genre. Il y a toujours des tas de gens qui vont venir leur montrer
la dernière invention, le dernier truc miracle, le dernier truc qui peut... Donc par définition, pour se protéger, ces organismes ont mis, je dirais, au point des filtres, un petit peu, des filtres qui vont... pour éviter comme ça d'être en but à toutes ces sollicitations. Et parmi les filtres que l'on impose à la spiruline, c'est donc de faites vos preuves en mettant au point des études cliniques importantes, de très grande envergure, validées par des organismes ou des journaux scientifiques internationalement reconnus, un comité de lecture, comme ils disent à chaque fois qu'on les voit. Et puis là, on rentre dans le cercle vicieux. Si on veut une étude clinique, ça demande de gros moyens, donc le soutien de gros organismes, et ces gros organismes demandent une étude clinique, etc. Et on en sort. Malgré tous ces avantages, la spiruline ne semble pas intéresser les grandes organisations et les philanthropes de ce monde. Il faut dire qu'on ne peut pas créer un marché captif juteux avec la spiruline. Le produit n'est pas brevetable, et les barrières à l'entrée pour la production sont faibles, laissant la porte ouverte à la concurrence, y compris la concurrence locale, qui ferait baisser les prix. On va pas quand même dépenser des millions d'euros en publicité pour créer un marché, et se faire damer le pion par les clodos du coin. On préfère donc mettre en avant des aliments et des jus améliorés, c'est-à-dire enrichis de minéraux et de vitamines de synthèse, qui coûtent nettement plus cher. Et même s'ils font le boulot, certains d'entre eux, comme le Misola, se sont avérés moins efficaces que la spiruline pour lutter contre la dénutrition. Mais, comme il y a du pognon à se faire, on trouve l'argent pour faire les études, et les partenariats sont noués avec les grandes organisations comme le Programme alimentaire mondial, le PAM, de l'ONU, qui finance la distribution de ces aliments améliorés à des gens qui n'ont pas les moyens de se les payer. C'est ainsi que des entreprises comme Royal DSM des Pays-Bas peuvent gagner de l'argent sur un marché non solvable tout en prenant une posture humanitaire. Le tout avec votre argent. Comme le souligne le PAM, DSM est un exemple majeur d'une manière plus efficace et durable de faire des affaires. Contrairement à la spiruline locale, les aliments améliorés ou le riz OGM enrichi, promu aussi par le PAM, ne sont pas des solutions durables. Ils rendent les populations dépendantes des subventions internationales et des entreprises du Nord qui fabriquent ces produits et captent finalement les subventions. La publicité considérable des grandes organisations autour de ces produits enrichis fait concurrence à la spiruline, qui doit aussi se battre face au développement de la malbouffe dans les villes des pays pauvres, où se côtoient ironiquement de nos jours des problèmes de dénutrition et d'obésité. C'est un de ces clichés qui perdurent et s'aggravent. 50 millions de petits Indiens, la moitié des enfants du pays, souffrent encore de malnutrition. Mais dans le même temps, le développement et la malbouffe ont fait leur apparition, et c'est une menace diamétralement opposée qui pèse sur la santé des Indiens de classe moyenne, l'obésité. Dans cette école UP de Delhi, comme dans des milliers d'autres, pas de cantine pour ne pas heurter les interdits alimentaires de chaque religion. Alors chacun mange ce qu'il veut, c'est-à-dire n'importe quoi. Ça c'est mon déjeuner, une glace et des chips. Ici, un écolier sur 3 est en surpoids. Notons que le PAM a participé indirectement au développement de la malbouffe, puisque son plus gros partenariat a été réalisé avec les marques du groupe Yum, réunissant KFC, Pizza Hut et Taco Bell. En 2007, ces marques ont lancé une grande campagne de dons pour le PAM afin de financer la distribution de 460 millions de repas scolaires dans plus de 50 pays. S'offrant ainsi une belle campagne d'image dans les pays du Nord et une campagne de notoriété dans les pays du Sud, où des millions d'enfants ont été exposés au logo de la campagne et savent qu'ils doivent désormais un repas à KFC. Le PAM s'est toutefois saisi de cette question de la malbouffe en créant un logo en Zambie pour guider les consommateurs vers une meilleure alimentation. Le logo Good Food a été développé avec les experts du secteur et notamment le Sun Business Network, une espèce de lobby des entreprises de la nutrition financé en grande partie par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Comme on les retrouve. Nul doute que cette œuvre de pédagogie des intéressés servira les intérêts nutritionnels des Zambiens et non à guider le développement du marché des industries agroalimentaires dont un certain nombre sont membres du Sun Business Network. Ah mais nul procès d'intention de ma part. Le PAM affiche clairement sa vision de l'avenir sur ce graphique. Il s'agit bien de transformer les bénéficiaires d'hier en consommateurs de demain, par la fourniture de conseils en nutrition et la création d'une demande. Exactement ce que permet de faire le logo Good Food qui s'affiche sur les publicités dans toute la Zambie.
Il n'y a pas besoin de creuser bien loin pour comprendre que les organisations internationales censées lutter contre la faim sont les faux-nés d'intérêts commerciaux de grandes entreprises de la nutrition et que la spiruline ne présente pas d'intérêt pour eux, que ce soit dans les pays du Sud, comme dans les pays du Nord, où son développement va jouer les troubles faits sur le marché douteux du complément alimentaire. Même si les compléments alimentaires sont vendus en pharmacie, l'UFC Que Choisir nous rappelle que ce ne sont pas des médicaments et qu'ils peuvent continuer à être vendus sans n'avoir jamais apporté une quelconque preuve de leur efficacité. Ainsi, les allégations mensongères pullulent. Une enquête de la DGCCRF sur les compléments alimentaires vendus sur les places de marché en ligne a montré que 60% des opérateurs étaient hors des clous. Ils utilisent des allégations nutritionnelles, de santé ou thérapeutiques fausses ou non prouvées. Parfois, ce sont les fabricants eux-mêmes qui vendent leurs produits avec des allégations douteuses. La spiruline n'est malheureusement pas exempte de ces dérives. Vous la trouverez parfois vendue sur internet accompagnée d'arguments New Age un peu éclatés. Il faut aussi se méfier des produits dérivés qui existent déjà et vont sans doute pulluler dans les années à venir, dont la qualité ou l'utilité peuvent être très variables. Sur un effet de mode, je ne serais pas surpris qu'on nous sorte une lessive à la spiruline ou je sais quelle autre connerie. Lisez bien les étiquettes. Et à ce sujet, il faut se méfier de la mention « fabriqué en France », comme indiqué sur ce site. Alors déjà parce qu'ils savent pas l'écrire, et surtout parce que la mention indique en réalité que c'est le comprimé qui est fabriqué en France, à partir de poudre de spiruline importée, récoltée en l'occurrence dans le sud de l'Inde. La provenance réelle n'est pas toujours indiquée par les vendeurs, et ici, nous n'aurons pas le nom exact de la ferme. Sachez qu'une quantité considérable de revendeurs joue sur les ambiguïtés autour de l'origine de leurs produits, en mettant des mentions douteuses et des petits drapeaux un peu partout, et notamment dans le bio. On va y revenir un peu plus loin. La spiruline est un trouble fait sur le marché des vitamines et oligo-éléments de synthèse, souvent vendus sous forme unique. L'industrie aime bien vous vendre que du fer, ou que de la vitamine A, etc. Ça permet de vendre plusieurs flacons. Car la nutrition n'est pas qu'une question d'apport en nutriments, mais aussi d'équilibre, pour qu'ils soient bien utilisés par le corps. L'absorption des nutriments, leur captation tissulaire et leur utilisation requièrent pratiquement toujours d'autres nutriments. Comme vous le voyez, la liste de ces interactions est longue, et elle fait toujours l'objet d'études. Une étude du centre hospitalier de Dijon de 2011 indique que ces interactions complexes font aussi apparaître la difficulté rencontrée pour fixer la grandeur du besoin en une vitamine. Celui-ci étant conditionné, en partie au moins, par le degré d'abondance d'autres vitamines ou nutriments. Ainsi, il a été prouvé que l'apport massif, au-delà des recommandations journalières, d'un seul nutriment ou vitamine renforcera le déséquilibre alimentaire au lieu de le résoudre. Il est donc recommandé d'avoir une alimentation équilibrée que l'on peut compléter avec des produits qui proposent eux-mêmes une diversité de nutriments en quantité équilibrée. D'où la pertinence de la spiruline. Donc, à moins d'en avoir spécifiquement besoin, évitez les compléments qui apportent un seul nutriment, en particulier quand ils sont surdosés, comme aiment bien en vendre les États-Uniens ou des gens qui ont des problèmes de taille de pénis. Vous pouvez trouver sur internet des vitamines C dosées à 5000 mg, ce qui correspond de 5 à 8000% des apports journaliers. Ça sert à rien, ça pourrit la santé, c'est de la merde. D'autant qu'il existe une controverse sur la qualité des nutriments de synthèse qui n'auraient pas la même biodisponibilité que les nutriments naturels. Ce qu'on appelle nutriments naturels, ce sont ceux qui sont présents naturellement dans les plantes, les fruits, les légumes, les viandes, les poissons, etc. Bref, les organismes dont ils peuvent être extraits. Les nutriments de synthèse sont fabriqués par l'industrie chimique en associant le plus souvent un acide avec des éléments, des matériaux contenant les minéraux et métaux qui nous intéressent. Ainsi, le nigari, ou chlorure de magnésium, peut être créé en associant de l'acide chlorhydrique à de la chaux. Des excipients pas toujours bons à la santé, comme le dioxyde de titane, peuvent être ajoutés pour stabiliser le produit. Passer par la synthèse des molécules, plutôt que par l'extraction de molécules contenues dans des produits alimentaires, coûte moins cher et permet de breveter le procédé. Vous ne pouvez pas breveter la vitamine A, mais L'Oréal est propriétaire d'un brevet sur un procédé de synthèse de la vitamine A à base de trichlorure de titane, d'hydrure d'aluminium et de lithium.
Ainsi, L'Oréal devient propriétaire d'un moyen de production d'une molécule parmi les moins chers. Reste à savoir si on obtient la même. Les fabricants assurent que la molécule obtenue est en tout point identique à celle présente dans l'alimentation. Ce qui est vrai sur le papier, mais ça ne semble pas suffisant dans la pratique. Des études ont montré que nombre de ces molécules ont une biodisponibilité inférieure à leur équivalent naturel, notamment pour la vitamine E, le bêta-carotène ou le fer. 2 études ont aussi montré que de fortes doses de carotène de synthèse augmentent le risque de cancer du poumon chez les fumeurs, ainsi que le taux de mortalité de ce cancer. On notera aussi que des levures de bière enrichies en minéraux de synthèse sont accusées d'avoir déclenché des allergies chez leurs consommateurs. Pour faire court, le corps ne les aurait pas reconnus comme des aliments, déclenchant une réaction de rejet. Aujourd'hui, les molécules de synthèse occupent 90% du marché des compléments alimentaires qui pèsent plus de 130 milliards de dollars au niveau mondial. On ne s'attend pas à ce que ces entreprises financent des études qui mettraient en évidence le caractère superfétatoire de certains de leurs produits face à des extraits naturels ou à des compléments alimentaires naturels comme la spiruline. Cependant, toutes les spirulines ne se valent pas. Il existe aussi des produits de merde dans ce domaine, et nous allons maintenant voir comment faire la différence. La spiruline est cultivée le plus souvent dans des bassins artificiels, remplis d'eau saumâtre et alcaline, brassés en permanence par des roues à aubes. Une fois l'engrais ajouté, on ensemence ce milieu de culture d'une souche de spiruline qui va se multiplier de 20 à 30% par jour en fonction de la qualité du milieu. Le cultivateur doit surveiller en permanence un certain nombre de facteurs, comme la qualité de l'eau, son pH, l'exposition au soleil, la température, l'apport en nutriments, etc. Une fois qu'elles sont en nombre suffisant, les spirulines sont récoltées à l'aide d'une épuisette ou d'une pompe. L'eau, filtrée et égouttée, est renvoyée vers le bassin, et on obtient de la spiruline fraîche qui peut être consommée telle qu'elle dans les 3-4 jours qui suivent la récolte. Pour être conservée, la spiruline doit être séchée. Pour cela, elle est extrudée en fins filaments sur des toiles placées dans des séchoirs. Elle est ensuite conditionnée sous forme de poudre, de paillettes ou de comprimés. Tant que la spiruline séchée reste à l'abri de la lumière, de l'humidité et de la chaleur, elle peut conserver ses propriétés pendant plusieurs années. Parmi ces différentes étapes de production, le séchage et la qualité du milieu de culture sont les 2 principaux déterminants de la qualité d'une spiruline. La spiruline est un organisme chélateur, c'est-à-dire qu'elle va absorber tout ce qui est présent dans son milieu de culture et on le retrouvera à la fin dans le produit. Cette caractéristique permet d'ailleurs de créer des spirulines enrichies en fer, en cuivre, en zinc, en ajoutant ces substances au milieu de culture. On les retrouve à la fin dans le produit final, sous une forme hautement biodisponible. Le revers de la médaille étant que la spiruline va aussi se charger de toutes les saloperies que l'on peut trouver dans une eau de mauvaise qualité, et notamment les pesticides et les métaux lourds. En 2012, en Chine, a eu lieu un grand scandale de spiruline contaminée aux métaux lourds. La spiruline récoltée dans le lac Qinghai, dans le Yunnan, qui concentre 40% de la production chinoise, affichait un taux de plomb 9 fois supérieur au maximum autorisé. Elle était vendue et exportée avec la complicité de l'organisme de contrôle local qui était corrompu. Il faut aussi savoir qu'un milieu de culture mal contrôlé, par exemple un lac, peut contenir des traces d'hydrocarbures provenant des bateaux et diverses bactéries qui se retrouveront dans le produit final. On sait que pour éviter tout problème sanitaire, certaines spirulines chinoises sont irradiées avant exportation, sans mention de ce traitement controversé. On le sait parce que des importateurs états-uniens ont fait des tests à l'arrivée de certaines commandes et ont eu quelques mauvaises surprises. Je vous laisse deviner ce qu'il reste des qualités nutritives d'un aliment irradié, d'autant qu'on ne sait pas grand-chose de l'impact d'un tel traitement sur la santé humaine, ce qui n'empêche pas d'y avoir recours. Un chercheur a mis en évidence l'apparition d'éléments hautement cancérigènes dans les aliments irradiés. Il aimerait bien faire davantage de recherches, mais il se heurte à des problèmes de financement. Je vous renvoie à ce documentaire sur le sujet si ça vous intéresse. Alors bien sûr, rien n'empêche de produire de la spiruline de qualité en Chine, comme n'importe où ailleurs, mais vu les pratiques du secteur, ces produits peuvent être considérés a priori comme de la merde et balancés à la poubelle. À moins bien sûr d'avoir des garanties solides sur sa qualité, ce qui n'est jamais le cas. Or, on estime que la Chine produit plus de 50% de la spiruline consommée dans le monde, et donc aussi en France.
Plus largement, on peut s'interroger sur la qualité des spirulines produites dans des pays qui ne font pas grand cas de la qualité de l'eau ou de l'environnement. Pour en revenir à notre spiruline fabriquée en France, originaire du sud de l'Inde, on aurait aimé avoir un peu plus qu'une étude toxicologique datant de 2017. On aurait aimé avoir le nom de cette fameuse ferme en Inde pour évaluer par nous-mêmes les garanties de qualité sur les méthodes de production ou sur la provenance de l'eau, dans un pays où les fleuves et les rivières sont parmi les plus pollués du monde. Eh bien, nous n'en saurons rien. Dans ce cas, il vaut peut-être mieux passer son chemin. L'étape du séchage de la spiruline est tout autant cruciale. Un séchage trop faible conduira à la fermentation du produit, et un séchage trop fort à l'altération ou à la destruction des nutriments. Ce serait dommage, c'est quand même pour ça qu'on l'achète. Évidemment, chaque fabricant vante la pertinence de sa technique de séchage. D'une manière générale, retenez qu'il faut privilégier les méthodes à basse température qui préservent le maximum des nutriments. Sachant que même avec les meilleures méthodes, on perd 10 à 15% des nutriments par rapport à une spiruline fraîche. Quoi qu'il en soit, seul le résultat compte, et pour l'évaluer, il y a un marqueur qui ne trompe pas, l'odeur. Beaucoup de gens sont indisposés par l'odeur de la spiruline. Ça tombe bien, une spiruline qui pue n'est pas normale. C'est la marque d'une mauvaise qualité. La mauvaise odeur peut être causée par des bactéries, par une fermentation, ou par un séchage trop fort qui aura provoqué une oxydation. Une spiruline de qualité, enfin une spiruline normale, aura une odeur douce rappelant les champignons. Évitez donc les spirulines qui ont une odeur trop forte, âcre. Comme c'est un petit peu subjectif, si vous avez un doute, essayez d'en savoir plus sur l'origine du produit et les méthodes de production. La couleur aussi peut être l'indicateur d'un problème. Alors sur ce point, j'ai vu qu'une seule occurrence de la magouille qui va suivre, et la source était un peu légère, mais je vous la partage quand même, ça peut vous être utile. Il semblerait que certains producteurs de spiruline, notamment en Chine, extraient la phycocyanine de la spiruline pour la vendre sous forme d'ampoules ou de gélules. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est qu'ils vendent ensuite la matière restante comme de la spiruline. On est d'accord que c'est plus le même produit. Et en plus, durant le processus d'extraction, la matière a le temps de fermenter, d'où la nécessité d'un surchauffage et ou d'une irradiation pour éliminer les bactéries. Le produit obtenu a plus à voir avec le fumier que le complément alimentaire. Alors je ne sais pas si cette pratique a réellement lieu ni à quelle échelle, mais si c'est le cas, la couleur de ce produit sans phycocyanine doit tirer sur le vert clair. Dans tous les cas, la spiruline doit avoir une couleur vert forêt. Si elle s'en éloigne trop, c'est qu'il y a eu un souci quelque part qui disqualifie le produit. Pour résumer, il n'y a pas de raison d'aller chercher à des milliers de kilomètres une spiruline qui sera de qualité variable et toujours difficile à évaluer, voire impossible. Pour des raisons nutritionnelles, sanitaires et économiques, il vaut mieux s'approvisionner chez des producteurs locaux qui vous apportent un minimum de garantie sur l'absence de métaux lourds et de bactéries et sur la composition du produit. La France a la chance de disposer d'un large tissu de petits producteurs passionnés qui ont le goût du travail bien fait, d'autant que nous sommes le seul pays du monde qui réglemente la production de spiruline et oblige à un certain nombre d'analyses qui ne sont pas forcément pratiquées ailleurs dans le monde, comme on l'a vu. Vous trouverez votre bonheur sur notre site zoneartisanale.com, qui regroupe des artisans de Haute-Savoie. Les petits gars de Spiruline Alpes cultivent et conditionnent leur spiruline dans le Chablais, près de Régnier. Ils fournissent des analyses bactériologiques pour chaque lot, des analyses des métaux lourds et des microcystines pour chaque année. Ils n'ont pas encore fait d'analyse de composition pour des raisons de coût. Il faudra donc se contenter d'une analyse globale de la spiruline cultivée en Haute-Savoie. Mais comme les producteurs utilisent tous la même souche et les mêmes techniques de culture, on peut considérer qu'il n'y a pas de grosses différences dans les résultats. Leur spiruline est vendue soit sous forme de paillettes que vous pouvez ajouter à des salades et des yaourts par exemple, soit sous forme de comprimés, qui présentent l'avantage d'être pressés manuellement et de ne pas contenir d'agents d'enrobage. Comme la majorité des producteurs français, ils ne sont pas labellisés bio pour le moment, pour une bonne raison. Enfin, il y a une raison. De là à dire qu'elle est bonne. Comme tous les secteurs de la société, la culture de la spiruline a été polluée par les normes débilitantes de l'Union européenne. La Fédération des spiruliniers de France a été créée en 2009 dans le but de mettre en œuvre un cahier des charges de culture de spiruline bio en France. Après des années de travail et de paperasse, ils ont tout mis à la poubelle quand la Commission européenne a décidé de classer la spiruline dans les algues marines, ce qu'elle n'est pas. Sa culture ne peut donc pas remplir les conditions du label bio lié aux algues marines. Sans déconner.
Le problème vient des engrais azotés de synthèse qui ne peuvent pas être classés bio puisqu'ils sont fabriqués artificiellement par l'homme. Ils sont pourtant parfaits pour la spiruline qui se nourrit uniquement de minéraux et ils sont essentiels à son développement puisqu'elle va les transformer en protéines qui représentent quand même 65% de son poids. La pureté de ces engrais a aussi l'avantage de ne laisser aucune trace dans la spiruline ou dans le milieu de culture. Pendant longtemps, il n'y a pas eu d'alternative, empêchant toute labellisation bio de la spiruline cultivée en France. Des engrais azotés d'origine végétale sont toutefois apparus sur le marché dernièrement, permettant une labellisation. Mais des producteurs critiquent le mode de production énergivore de ces engrais, leur traçabilité approximative et leur origine lointaine, Amérique du Sud, Thaïlande, États-Unis. On manque aussi de recul sur l'effet de certains de ces engrais sur les cultures ou sur la qualité finale du produit obtenu. Apparemment, certains de ces engrais sont quand même correctement assimilés par la spiruline et permettent d'obtenir le même résultat, à condition d'en mettre un peu plus. Spirulinalp sont justement en train de passer en bio pour 2023 avec l'un de ces engrais, mais c'est juste une source d'emmerdement et de coûts supplémentaires qui n'apporte rien aux consommateurs ni aux producteurs. Ça sert juste à correspondre à une connerie réglementaire. Pour autant, la certification est vitale pour de nombreux producteurs qui en ont besoin pour vendre dans les épiceries bio, où s'écoule la majorité de la spiruline. C'est d'autant plus rageant pour les producteurs français que les rayonnages de ces épiceries de qualité sont garnis de spiruline de merde importée, labellisée bio grâce à des équivalences décidées par la Commission européenne. Des fonctionnaires ont estimé que les considérations de la Chine sur la culture bio sont équivalentes aux nôtres, et par conséquent, on peut labelliser bio en Europe ce que les Chinois labellisent bio chez eux, sans faire le moindre ajustement. En d'autres termes, la Chine peut décider chez elle des conditions de production de la spiruline bio qui recevra automatiquement le label bio européen. Tandis que la France n'a pas le droit de décider de ce qui est bio ou non sur son territoire et doit se plier à des normes européennes débiles et inatteignables qui ne s'imposent pas aux productions chinoises. L'UE a donc donné un avantage concurrentiel d'image aux productions étrangères de piètre qualité et a sabordé les productions françaises et européennes. Mais l'Union européenne nous protège, hein ? Oui, merci. C'est ainsi que les spirulines bio importées sont en général de moins bonne qualité que les spirulines cultivées en France, qu'elles soient labellisées ou pas. Le consommateur non averti a de quoi se faire entuber. Si vous voyez un logo Eurofeuille avec la mention agriculture non UE, il s'agit d'un produit importé. Reste à savoir de quel pays. Et là, je vous mets au défi de le trouver sur l'emballage, puisque la plupart des marques oublient de l'indiquer. Il y a une sorte d'Alzheimer collectif chez les revendeurs. Alors, Chine, comment ça s'écrit? C'est un... On va pas le mettre. Bon courage aussi pour trouver des analyses sur les bactéries, les métaux lourds, la composition ou la moindre information sur les méthodes de production. Sur Zone Artisanale, au contraire, vous trouverez le maximum des informations sur ces points cruciaux. Le lien est en description. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie d'avoir suivi cette longue vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à voir ou à revoir notre précédent produit de merde sur le miel, qui s'affiche quelque part à l'écran, et je vous donne rendez-vous pour le prochain, qui sera encore l'occasion de se faire des copains parmi les industriels de l'agroalimentaire. À la prochaine.